Le sous-forum Air Glitch in the Matrix est l'un des plus fascinants de Reddit. En découvrant ces histoires, on a parfois l'impression de tomber dans un épisode de la 4e dimension, où les notions d'espace, de temps et de continuité semblent être remises en cause, pour faire face à l'étrange, à l'inattendu et à l'inexplicable. Dans les règles de ce subreddit, il est indiqué que toute fiction est interdite, et que même ce qui y ressemble sera supprimé par les modérateurs. En théorie, les phénomènes extraordinaires qui y sont rapportés sont donc réels. Bien sûr, après on est sur Reddit, ainsi où les frontières entre la réalité et la fiction sont très minces. Ce sera donc à vous de croire ou non aux histoires que vous allez entendre dans cet épisode. Certaines sont stupéfiantes, pour ne pas dire proprement incroyables, tandis que d'autres ont des éléments étonnamment crédibles. Toutes ont cependant une chose en commun, personne n'arrive à les expliquer de manière rationnelle. Comme c'est le cas pour cette première histoire, qu'on trouve sous l'entrée I'm Not From Here. Elle est postée le 2 septembre 2020 par l'utilisateur I Miss Home, à l'origine sur le subreddit r/paranormal. Le redditeur y explique qu'il y a 24 ans de cela, alors qu'il était âgé de 6 ans, sa vie a été complètement bouleversée par un événement inexplicable. Voici son histoire. Je suis né à San Diego, où je vivais dans une des banlieues pauvres de la ville lorsque j'étais enfant. J'habitais un complexe d'appartements appelé Lemon Vine Apartments, une version un peu délabrée des appartements Lemon Vine que l'on trouve à Lemon Grove, une des banlieues de San Diego. Mes parents étaient divorcés, mais ils étaient restés en bons termes. Ma mère était jeune quand elle m'a eu, et elle était très belle. Elle avait une vingtaine d'années, voulait devenir mannequin et faisait régulièrement des allers-retours jusqu'à Los Angeles pour des séances photos. Elle était modèle glamour pour des magazines et ma photo préférée d'elle était celle où elle portait une robe de mariée luxueuse pour une entreprise de mariage. Je dormais avec cette photo quand elle allait à Los Angeles et que je restais avec mon père, qui travaillait pour la ville de San Diego. Mes parents se partageaient ma garde de manière équitable et nous fêtions même Noël ensemble, mon père, sa petite amie, ma mère qui était célibataire et moi. Peut-être que les choses n'étaient pas aussi simples entre eux que dans mon souvenir, mais j'avais 6 ans. Et s'il y avait des tensions en coulisses, ils réussissaient bien à me les cacher. Le 17 septembre 1996, je séjournais chez les parents de mon père à Riverside, en Californie. Ils avaient une petite ferme où ils élevaient des poulets, des cochons et des chèvres. Mon père devait travailler de nuit pendant une semaine et ma mère était à Los Angeles. C'est pour ça que je restais chez mes grands-parents. Le 17 était le 3e jour que je séjournais chez eux, et mon grand-père m'avait dit de faire attention dehors, car il avait vu un crotale et qu'il n'était pas sûr d'où il était allé. Puisque personne ne savait où le mystérieux serpent s'était enfui, moi, du haut de mes 6 ans, j'avais décidé de partir à sa recherche. J'ai passé toute la journée dehors à explorer la ferme comme un aventurier dans la jungle, en essayant de pister le crotale. Et à ma grande excitation, lorsque j'ai ouvert la remise du puits, il était là, enroulé sur lui-même à faire sonner son grelot. J'ai immédiatement claqué la porte et couru jusqu'à la maison de mes grands-parents pour leur annoncer que je l'avais trouvé. J'étais excité de le dire à mon grand-père pour qu'il fasse ce qu'il avait à faire et sorte pour abattre la bête. Je suis entré par la porte arrière de la maison qui menait à la buanderie puis à la cuisine. Je n'ai prêté attention à rien jusqu'à ce que je tourne sur ma gauche et entre dans le salon, m'attendant à trouver mes grands-parents, mon oncle et le couple de voisins, tous assis dans le salon où je les avais laissés. Sauf qu'ils n'étaient pas là, et ce n'était plus le même salon. Les meubles étaient complètement différents. Les meubles en bois et très inconfortables que mon grand-père aimait tant avaient disparu. À la place, il y avait des meubles moelleux style grand-mère. La télévision était au mauvais endroit, et plus moderne que celle de mon grand-père. Le parquet était remplacé par une moquette touffue blanc cassé, et les photos de mon père, de mon oncle et de mes grands-parents avaient disparu des murs. J'étais encore plus déconcerté par la disparition de tout le monde. Dans mon cerveau d'enfant de 6 ans, je pouvais encore accepter qu'ils aient complètement réaménagé la maison pendant que je cherchais le serpent. Mais je refusais de croire qu'ils m'avaient laissé seul. Je n'avais vu personne partir, ni de voiture s'éloigner sur la route. Alors j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée en me disant qu'ils étaient peut-être partis voir les poulets ou les cochons. Ceux-ci auraient dû être visibles depuis le porche, mais le poulailler avait disparu, l'enclos des cochons avait perdu sa clôture et il n'y avait aucun cochon en vue. À ce stade, j'étais plus que confus, et je commençais surtout à avoir très peur. Je ne voulais pas être seul et je ne voyais personne. Les voisins qui nous rendaient visite ce jour-là habitaient juste de l'autre côté du chemin de terre. J'ai donc couru le long de notre allée et traversé la route jusqu'à leur maison, en supposant que c'était là qu'ils devaient tous être allés. Je me souviens que j'étais de plus en plus effrayé tandis que je courais vers leur maison. Et je me souviens avoir commencé à pleurer quand j'ai vu que leur maison n'était pas de la bonne couleur. Elle n'était plus d'une couleur jaune délavée comme auparavant. Ce n'était même plus la même maison, mais j'ai quand même frappé à la porte. Lorsqu'elle s'est ouverte et qu'une femme que je n'avais jamais vue a répondu, j'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable. Ce qui s'est passé ensuite est assez flou car rien n'était comme avant. Je savais où je vivais, je savais où j'allais à l'école, je savais où vivaient mes grands-parents. Mais j'ai vu les gens qui vivaient dans leur maison et ce n'était pas eux.
Je ne les connaissais pas. J'ai été ramené dans la ville où je vivais après avoir passé quelque chose comme 10 heures au poste de police local à essayer de contacter mes parents. Je connaissais par cœur le numéro de téléphone de la maison, mais quand ils ont appelé, la personne à l'autre bout du fil n'avait aucune idée de qui j'étais. On m'a demandé mon adresse et je suis resté au poste pendant que la police de ma ville natale s'y rendait. Quand ils ont finalement rappelé, ils ont dit que le nom de l'immeuble était incorrect. Les appartements Lemon Vine n'existaient pas. L'adresse que j'avais donnée correspondait à un complexe résidentiel du nom de Merritt Manor. Et l'appartement dont j'avais donné le numéro était inoccupé. À partir de là, ils ont essayé de contacter mon père, ce qui aurait dû être facile puisqu'il travaillait pour la ville. Mais apparemment, aucun employé portant son nom ne travaillait pour la ville. Tandis que la nuit tombait et que je passais des heures interminables assis au poste de police, pendant qu'ils essayaient de trouver une seule personne au monde qui me connaisse, je ne pouvais rien faire d'autre que pleurer, pleurer et pleurer sans fin. Ils ne pouvaient pas trouver mes parents, ni mes grands-parents, ni mes voisins, ni mon appartement, ni moi-même. Ils ne pouvaient même pas trouver une trace de ma propre existence. Ils m'ont demandé ma date de naissance et toute information pertinente qui pourrait les aider à m'identifier, mais rien de ce que je leur ai donné ne leur a permis de retrouver qui j'étais. À un moment donné dans la journée, j'ai été conduit aux urgences, car la police soupçonnait que j'avais pu subir une sorte de traumatisme crânien. Après avoir été examiné par un médecin, on n'a rien trouvé d'anormal chez moi et j'ai été renvoyé au poste de police. Au cours des jours suivants, j'ai été interrogé et questionné par différentes personnes à différents endroits à longueur de journée. Par la police, par des enquêteurs, par des psychologues pour enfants. Tout le monde me posait des questions. J'étais en permanence trimballé entre le poste de police et la maison où je séjournais, jusqu'à ce que quelqu'un me dise qu'il pensait avoir localisé mes parents et qu'il venait me chercher. Enfin, j'allais rentrer à la maison. Enfin, tout cela était fini. Mais quand le couple est arrivé au commissariat, mon cœur a coulé dans mes chaussures. Parce que ce n'étaient pas mes parents. Ils avaient un enfant disparu et ma description correspondait. Mais quand la femme m'a vu, elle s'est mise à pleurer car elle a tout de suite su que je n'étais pas son fils. En fin de compte, j'ai été pris en charge par les services de protection de l'enfance et on m'a placé dans une famille d'accueil où je suis resté pendant quelques mois. La police a lancé une campagne demandant à toute personne ayant des informations à mon sujet de se manifester. Ils ont pris ma photo au poste de police pour la diffuser aux informations. Même si mon cas n'était pas officiellement clos, je devais reprendre l'école et obtenir une pièce d'identité. On m'a délivré un certificat de naissance pour l'année que j'avais indiquée, mais le jour et le mois étaient le 17 septembre, le jour où j'avais été trouvé. J'ai fini par aller à l'école à plein temps et j'ai changé de famille d'accueil plusieurs fois. En fin de compte, j'ai été proposé à l'adoption. Cela dit, je ne faisais pas un bon candidat. J'avais une histoire à laquelle personne ne croyait. J'insistais sur le fait que mes parents me retrouveraient un jour et il était rare que je passe une journée sans pleurer jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Cette histoire n'a pas de fin heureuse. Je n'ai jamais revu mes parents et j'ai été pupille de l'État jusqu'à mes 18 ans. Mon adolescence a été remplie de petites délinquances, je ne suis jamais allé à l'université et je n'ai jamais vraiment commencé à remettre ma vie en ordre jusqu'à l'âge de 24 ans environ. Je vous ai résumé l'histoire, mais vous avez là l'essentiel. Comme souvent, les interprétations et explications les plus intéressantes sur ce qui a bien pu se passer se trouvent dans la partie commentaires du thread. Arise 212 pose ainsi cette hypothèse. Si tout cela est vrai, la seule explication possible est soit que le serpent t'a tué, soit que quelque chose de tragique t'est arrivé dans l'autre réalité, comme un accident, et que d'une manière ou d'une autre, tu as été transporté dans un univers parallèle ou une timeline alternative. Une hypothèse qui relève donc de l'immortalité quantique, un autre phénomène régulièrement discuté sur certains subreddits, et dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans quelques vidéos. À côté de ça, beaucoup de redditeurs apportent leur soutien moral à l'OP, comme ZZBD qui écrit « Lire ton témoignage m'a brisé le cœur. Je suis tellement désolé que tu aies eu à traverser un épisode si traumatisant. » Bien sûr, enfin, il y a la team des sceptiques pour qui cette histoire, c'est de la fiction. Mais ils reconnaissent qu'elle est au moins bien écrite, prenante et divertissante, à l'instar de Frank Kranker qui dit « Je te souhaite le meilleur pour surmonter ça si c'est vrai, mais tu as assurément un talent pour l'écriture, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction. » Pour ma part, j'aurais tendance à rejoindre cette position. Dans un des commentaires, Lopé mentionne un article d'époque qui parlait de lui et qu'on pourrait encore trouver en ligne. Je lui ai envoyé un message pour lui demander le lien, mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai toujours pas eu de réponse. Je n'en sais donc pas plus pour l'instant, mais je vous dirai sur Reddit ou sur X si j'ai un jour des infos complémentaires. Bref, qu'elle soit vraie ou pas, cette histoire est folle et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore Reddit. C'est là qu'on trouve les histoires les plus dingues du web. Et celle qui va suivre ne déroge pas à cette règle. Elle est partagée le 7 mars 2022 par l'utilisateur Tok2Sahar sous le titre « Le soleil s'est éteint ». Cela résume bien ce post très court qui dit « C'était il y a environ un an. J'étais à la maison en milieu de journée et pendant un instant, tout est devenu noir.
comme s'il n'y avait plus de soleil, une obscurité totale, juste le temps d'une seconde. J'ai pensé que j'avais dû rêver, mais ma sœur qui était dans la pièce à côté a dit « Est-ce que le soleil s'est éteint ?» Je n'avais jamais été témoin d'une telle obscurité. J'ai ensuite demandé à plein de gens, mais personne n'avait vécu cette expérience ni ne me croyait. C'était juste moi et ma sœur. Bon, voilà un post, perdu parmi des milliers d'autres, à propos de ce qui pourrait n'être qu'une illusion d'optique. Ce n'est pas très concluant, me direz-vous. Mais ce qui est vraiment étrange avec ce phénomène de soleil qui disparaît, c'est que le thread est loin d'être un cas isolé. Sur Glitch in the Matrix, on trouve de nombreux posts qui rapportent la même chose. C'est d'ailleurs ce que précise le top commentaire publié par l'utilisateur Divers Alarms. À peu près tous les mois, il y a quelqu'un qui poste exactement la même expérience. Apparemment, ce phénomène n'est pas rare. Et si vous faites défiler le thread, vous constaterez qu'un grand nombre de redditeurs affirment que la même chose leur est arrivée à eux aussi, qu'ils soient au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Espagne, en Suède ou ailleurs sur la planète. Un autre redditeur précise en passant la nature de cette obscurité, ce qui rend le phénomène encore plus inquiétant. Ça m'est arrivé à moi et à mon conjoint il y a environ 2 ans. C'était bizarre, on n'aurait pas dit quelque chose qui bloque le soleil, mais une obscurité totale comme tu l'as décrit. Je vois des gens qui essayent d'expliquer ces expériences par un avion qui passerait devant le soleil, mais ça ne peut pas expliquer ma propre expérience. Il n'y avait plus aucune lumière, même l'écran de mon ordinateur portable qui était en face de moi avait disparu. D'une certaine manière, c'est comme si le monde entier s'était éteint, et pas juste les lumières. Une redditrice suggère « Peut-être que tu t'es retrouvé entre 2 dimensions pendant un bref instant ou un truc bizarre du même genre ». Et un autre ajoute encore « Ce dont il s'agit là, ce n'est pas d'une obscurité qui envahit la Terre, mais plutôt d'une conscience qui pénètre dans le néant ». Cette idée absolument démente que nous pourrions à n'importe quel moment nous retrouver plongés dans les ténèbres d'un vide absolu est terrifiante, comme un no-clip instantané au cœur des limbes de la simulation. Bien sûr, tout cela n'est que de la spéculation. Au final, qu'il s'agisse d'un phénomène réellement mystérieux ou un bug purement humain, les explications restent ouvertes. Notre prochaine histoire se trouve à la surface de l'iceberg. Elle fait partie des posts les plus connus, à l'instar de l'histoire de la lampe. Dans cette histoire que je vous ai déjà racontée dans une autre vidéo, un homme inconscient sur le trottoir suite à un coup de poing vit une vie entière avant de reprendre connaissance et de réaliser que sa femme et ses enfants n'ont jamais existé. Eh bien, il y a une histoire très similaire intitulée 23 ans passés dans un rêve que je vous raconterai peut-être une prochaine fois. En attendant, on va s'intéresser à celle que j'ai intitulée Waterslide Portal et qui se situe presque tout en bas de cet iceberg des bugs dans la matrice. Elle est mise en ligne le 21 juin 2017 en réponse à un post qui s'intitule « Des gens qui disparaissent dans un toboggan à eau ». Dans ce thread, l'OP explique que lorsqu'il avait 12 ans, un truc étrange s'est produit alors qu'il se trouvait dans un parc aquatique. Il y avait 2 toboggans, un long et un court. Pendant que lui et son frère faisaient la queue, il passait le temps en essayant de deviner le genre de la prochaine personne qui surgirait du toboggan. À un moment donné, les gens ont cessé d'en sortir. L'OP n'y a pas trop prêté attention jusqu'à ce qu'il arrive en haut des marches, et là, il s'est rendu compte que les gens continuaient à entrer dans le toboggan sans en ressortir. Il a flippé et dit à son frère de prendre l'autre toboggan, le petit. Ils ont glissé jusqu'en bas et ont retrouvé leurs parents, qui leur ont confirmé que cela faisait 10 minutes environ que personne n'était sorti du grand toboggan, alors même que l'OP avait vu des gens y entrer. Ce n'est que 5 minutes plus tard qu'ils ont à nouveau vu des gens en sortir. Mais ça, c'est pas l'histoire. Même si elle est un peu bizarre, on peut sans doute trouver des explications rationnelles à cet événement. Non, celle qui nous intéresse, c'est celle que partage l'utilisateur GrillParser dans un commentaire. Il s'agit d'un témoignage qu'il a trouvé 6 ans plus tôt sur le forum somethingawful.com. Le voici. Non loin de là où j'ai grandi, il y avait un grand parc d'attractions. Une moitié était consacrée aux manèges et aux montagnes russes, tandis que l'autre moitié était un parc aquatique. Les jobs d'été là-bas étaient très prisés par les adolescents du coin. Beaucoup de mes amis y travaillaient et 3 d'entre eux ont été impliqués dans l'histoire que je vais vous raconter. Tout a commencé dans un des toboggans, un de ces immenses tubes où il faut monter 7 volets d'escalier avant d'atteindre le sommet. Un maître nageur était posté en haut, indiquant aux gens quand descendre, tandis qu'un de mes amis était posté en bas, pour aider les gens à sortir du toboggan et donner le feu vert pour la prochaine personne. Une famille était venue avec leur enfant, qui était très jeune et mesurait apparemment tout juste la taille limite pour faire l'attraction. La famille faisait la queue dans l'ordre suivant, le père devant, l'enfant au milieu et la mère derrière, afin que quelqu'un soit avec l'enfant à la fois en haut puis en bas du toboggan. Le père entre dans le toboggan, en sort et le maître nageur donne le feu vert pour le suivant. Puis, le père attend. Il ne peut pas vraiment voir ce qui se passe en haut, et finalement, une autre personne arrive. C'est la mère qui se dirige vers le père et lui demande où est leur fils. Un moment de confusion s'ensuit et la famille interpelle mon ami. L'enfant était entré le suivant dans le toboggan, mais ni mon ami, ni le père ne l'ont vu sortir.
Mon ami, perplexe, appelle le maître nageur du haut qui confirme que l'enfant est bien entré dans le toboggan. En attendant que la situation soit élucidée, il décide de fermer l'attraction. Le maître nageur du haut appelle la sécurité et signale la disparition de l'enfant, pendant que mon ami téléphone à une superviseure. La superviseure arrive redoutant que l'enfant ne soit coincé quelque part dans le tube. Les parents sont évidemment dans tous leurs états et ils se mettent à paniquer. La superviseure fait descendre un maître nageur dans le toboggan pour s'assurer que l'enfant n'est pas coincé dans l'un des virages. Le maître nageur ressort en bas sans avoir délogé le corps de l'enfant, plongeant tout le monde dans une confusion encore plus grande. Au même moment, l'équipe de sécurité appelle pour signaler qu'ils viennent de retrouver un enfant perdu près de l'une des montagnes russes. Ils demandent s'il est possible d'obtenir une description de l'enfant disparu. Mais la superviseure écarte d'emblée la possibilité qu'il puisse s'agir du même garçon, car la montagne russe se trouve à l'autre bout du parc et à ce stade, l'enfant n'est porté disparu que depuis quelques minutes. Au lieu de cela, elle fait monter en courant un groupe de maîtres nageurs et leur demande de descendre par le toboggan, espérant toujours débloquer l'enfant, tandis que d'autres employés inspectent discrètement au pied de l'attraction, au cas où l'enfant aurait réussi, d'une manière ou d'une autre, à tomber hors du tube. La direction du parc est appelée tandis que les parents alternent entre les cris, les reproches mutuels, la panique et les menaces de poursuite en justice. La direction téléphone à la sécurité et leur demande de récupérer les images des caméras de télésurveillance pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Un jeune homme qui avait quelques années de plus que moi au lycée travaillait justement à la sécurité et il était présent quand ils ont visionné les images. L'un des agents de sécurité affirme alors qu'il est quasiment certain que l'enfant qu'ils ont retrouvé est le même que celui des images. Il demande son nom et effectivement, c'est bien lui qui se trouve dans la salle des enfants perdus, sain et sauf. Et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Les images de télésurveillance montrent le père, l'enfant et la mère entrant dans le toboggan. L'heure est également indiquée, ce qui permet de savoir précisément quand l'enfant est descendu. Le rapport d'incident concernant la découverte de l'enfant à l'autre bout du parc révèle qu'il a été retrouvé moins de 5 minutes plus tard. Si vous avez déjà remarqué, rien dans un parc d'attractions n'est aménagé de manière linéaire. Il y a toujours des barrières, des buissons et des bâtiments entre vous et l'endroit où vous voulez aller. Mon ami, l'agent de sécurité, a testé le trajet. En marchant d'un bon pas et en connaissant tous les raccourcis, cela lui a pris 20 minutes. De plus, à la limite du parc aquatique, des panneaux indiquent que le port de vêtements et de chaussures est obligatoire. Si quelqu'un, même un enfant, est vu en train de marcher sans vêtements, la règle est de l'arrêter. Or, l'enfant a été retrouvé pieds nus et torse nu, juste vêtu d'un maillot de bain. L'idée que personne, sur une superficie de 5 hectares, ne l'ait interpellé ni ne lui ait demandé de se rhabiller est complètement étrange. Plus étrange encore, le rapport indiquait que l'enfant semblait désorienté quand il a été retrouvé et qu'il était complètement sec. Cet épisode a été le sujet de toutes les conversations dans le parc pendant environ une semaine. Chacun tentait de trouver une explication. Les agents de sécurité scrutaient les autres vidéos de surveillance dans l'espoir d'apercevoir l'enfant traversant le parc. Certains essayaient de se rendre du toboggan aux montagnes russes, etc. Puis la direction a fait taire les rumeurs. Les superviseurs ont averti que quiconque en parlerait serait licencié sur le champ. Très vite, le parc est passé au prochain drama et l'affaire a été oubliée. Mais ouais, un enfant est entré dans un toboggan et a traversé un portail spatio-temporel. Voilà, quand je vous dis que ces histoires me font penser à la 4e dimension, ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, je me demande comment Rod Serling aurait conclu celle-là. Peut-être avec quelque chose du style « Un simple toboggan aquatique, lieu de joie et d'insouciance. Mais pour un jeune garçon, il est devenu la porte d'entrée vers une autre dimension. Un raccourci improbable à travers l'espace et le temps. Comme si un bug dans la matrice avait transformé cet objet ordinaire en portail vers l'inconnu. » On va maintenant s'intéresser à l'histoire qu'on trouve sous le titre A Glitchy Guy et qui nous emmène dans la salle d'attente d'un cabinet médical. C'est là, explique le redditeur Aquero, qu'un événement extrêmement étrange s'est produit le 12 novembre 2018. Voici son témoignage. Un peu plus tôt aujourd'hui, je suis allé à un rendez-vous chez l'ORL pour un mal de gorge. À la fin de la consultation, j'étais assis en face de ma docteure à son bureau pendant qu'elle rédigeait une ordonnance. Soudain, quelqu'un a tapé à la porte et, sans attendre de réponse, un homme est entré. Il était grand et légèrement voûté, dans la trentaine ou peut-être la quarantaine, avec des cheveux blonds clairsemés, un jean et une chemise à carreaux. Je me suis dit que c'était le prochain patient, impatient de commencer sa consultation, et je ne lui ai jeté qu'un bref coup d'œil avant de me retourner vers la table. La médecin lui a lancé un truc du genre « Monsieur, pourriez-vous attendre dehors s'il vous plaît? Je vous appelle dans quelques minutes. » Et elle a continué à écrire. Cependant, l'homme n'est pas parti immédiatement. Il est resté quelques instants debout dans l'embrasure de la porte, en silence. Puis, du coin de l'œil, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange au niveau de son visage, qui n'était pas là un instant plus tôt. J'ai discrètement jeté un autre coup d'œil, et ce que j'ai vu alors est difficile à décrire.
Le mieux que je puisse dire, c'est que c'était comme un effet de glitch, comme une image corrompue dans un fichier vidéo. Le visage de l'homme ressemblait à une masse de nuances de rose, difforme et pixelisée. Je ne l'ai vu qu'un instant, cela dit, car il s'est rapidement retourné vers la porte pour sortir. Pendant qu'il se retournait, j'ai remarqué que de profil, son visage avait l'air plat et sans relief, comme celui d'une figurine Lego. Cette rencontre était si inattendue et inhabituelle qu'au début, c'est comme si je n'avais pas réalisé ce que je venais de voir. Après un instant de réflexion, je me suis dit que ça devait être mon cerveau qui buguait à cause du manque de sommeil ou bien que j'avais été victime d'une illusion d'optique. Mais j'ai ensuite croisé le regard de la médecin qui s'est arrêtée stylo en main et m'a demandé sans hésitation « Vous avez vu son visage ?» « Ouais », j'ai répondu. Et c'est tout, on n'en a pas parlé davantage. Elle a fini son ordonnance et je suis sorti un peu étourdi. En quittant le cabinet, j'ai vu l'homme dans la salle d'attente sur son téléphone. Et pour autant que je puisse en juger, son visage avait l'air à nouveau parfaitement normal. Et la véritable question dans tout ça, c'est peut-être si cet homme glitché en avait-il conscience. Et même, peut-être était-ce pour cela qu'il venait consulter un médecin? Si oui, il est peu probable qu'un docteur en médecine lui soit d'une quelconque aide. On continue notre balade dans l'iceberg avec l'histoire intitulée Lost Day Out with Friends. Elle est postée le 3 novembre 2015 par l'utilisatrice Red Rubber Pony et porte le titre suivant « Journée de perdu avec des amis ». Ça s'est passé quand j'avais 19 ans, j'en ai 27 aujourd'hui. À l'époque, je sortais avec mon petit ami du lycée, qui vivait à 2 villes de chez moi, mais on passait tous nos week-ends ensemble. Ma meilleure amie, Jill, était également amie avec Alan depuis le collège, donc on était tous trois très proches. Jill et moi, on travaillait ensemble dans une usine de matériel médical et à l'occasion, on avait de super idées d'aventure pour les week-ends. Cette semaine-là ne faisait pas exception. On avait prévu de conduire chez Alan après le boulot le vendredi, de passer la nuit là-bas, puis de se lever tôt pour partir à l'aventure le samedi matin. Le vendredi arrive, Jill et moi on finit le travail et on passe à notre appartement prendre nos guitares et nos sacs à dos. On conduit jusque chez Alan, on réchauffe des pizzas surgelées et on sort les guitares et la Xbox. On joue, on parle et on mange jusqu'à environ minuit, puis on décide d'aller se coucher pour notre voyage du lendemain. On se dit tous bonne nuit et on va dormir. Le samedi matin, je me réveille et traverse le salon pour aller aux toilettes. Jill me marmonne un bonjour quand je passe devant elle. Je lui dis de se lever car il est presque 7h et qu'il faut qu'on prenne la route. On se prépare tous et on monte dans la Ford Taurus bleue d'Alan. C'est là que les choses sont devenues bizarres. On fait marche arrière dans l'allée, Alan est au volant, moi devant et Jill assise à l'arrière. Puis, la chose suivante dont chacun de nous se souvient, c'est Jill et moi qui faisons marche arrière dans l'allée d'Alan, dans sa voiture à elle, en venant de rentrer de notre journée, et il est 18h30. On souriait toutes les deux, Jill m'a regardé et son visage s'est décomposé. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé ce qui venait de se passer. Ça m'a pris une seconde pour que mon sentiment d'euphorie se dissipe, comme si je venais de me réveiller d'un très beau rêve. Mais soudain, j'ai réalisé que je ne me souvenais pas d'où nous étions allés après qu'Alan ait fait marche arrière dans l'allée ce matin-là. Donc, étant des personnes raisonnables et sensées, on est retourné chez Alan pour voir ce qu'il avait à dire. On a frappé à la porte et quand Alan a ouvert, on a compris qu'il avait eu la même réaction que nous. Il était pâle, les yeux écarquillés et il a juste marmonné « Vous vous souvenez de ce qui s'est passé, bordel ?» Et aucun de nous ne s'en souvenait. On s'est assis et on a passé en revue les détails de la soirée et de la matinée encore et encore. On n'arrêtait pas de pleurer et de devoir nous arrêter pour nous consoler mutuellement. Mais aucun de nous n'était capable de se rappeler le moindre détail après qu'on ait fait cette marche arrière dans l'allée. Alan se souvenait être rentré dans sa maison, mais pas d'avoir conduit ni d'avoir garé sa voiture. Jill et moi ne nous souvenons pas d'être montés dans sa voiture ou d'avoir vu Alan rentrer. Et aucun de nous ne se souvient même du plan qu'on avait pour notre aventure ce samedi-là. On sait qu'on avait une destination et des activités de prévues, mais aucun d'entre nous ne se rappelle le moindre détail, mis à part 1. Conduire jusque chez Alan, 2. Y passer la nuit, et 3. Se réveiller tôt le samedi matin. On a fini par se calmer et on a déduit que ça devait être un enlèvement par les extraterrestres, et qu'au final on était sains et saufs, donc il n'y avait pas trop à s'inquiéter. On n'a pas eu d'effets secondaires ou de marques physiques ou quoi que ce soit. Ce genre de truc doit en fait arriver tout le temps. Au fil des ans, on en a reparlé de temps en temps, en se rappelant à quel point c'était bizarre qu'aucun de nous ne se souvienne de cette journée-là. Une partie de ce qui me dérange dans tout ça, c'est d'ailleurs que c'est devenu un sujet presque banal pour nous, alors qu'à l'époque on a été vraiment traumatisés. On a fini par appeler l'événement notre enlèvement, même si, au final, on n'a aucune preuve de ce qui s'est réellement passé. En résumé, on est parti pour une aventure du samedi, et aucun de nous n'a le moindre souvenir de ce qu'on a fait. Dans les commentaires, les Redditors essayent de trouver une explication à cet événement extrêmement étrange. Certains soulèvent l'hypothèse qu'ils aient été drogués ou hypnotisés. D'autres évoquent le concept d'immortalité quantique. L'OP le mentionne elle-même en se demandant s'ils n'ont pas eu un accident mortel qui les aurait fait changer de timeline.
L'allée d'Alan donnait sur la route principale de la ville, donc j'ai pensé qu'on avait pu reculer en riant à gorge déployée, après quoi on aurait eu un accident, puis fait un saut de dimension si rapide qu'on était toujours en train de rire en y arrivant. Je sais pas, dans un sens la thèse de l'enlèvement par les extraterrestres semble plus raisonnable, lol. Selon certains utilisateurs de Reddit, les personnes ayant été témoins d'observations d'OVNI seraient plus susceptibles que les autres de subir une abduction par des extraterrestres. Cette remarque est d'autant plus intrigante que l'OP mentionne avoir aperçu des ovnis à 3 reprises. Elle a vu une orbe au-dessus de la grange d'un ami quand elle avait environ 15 ans, et un grand disque argenté alors qu'elle était en voiture avec sa mère, à peu près au même âge. Jill et moi, on a aussi vu quelque chose ensemble au parc près de chez moi. C'était l'année avant notre saut dans le temps. On a toutes les deux observé une boule de lumière jaune et blanche qui clignotait et zigzaguait dans le ciel, vers 23h, puis qui a éclaté comme une bulle. Je me considère comme une grande sceptique, mais je sais ce que j'ai vu à chaque occasion. Perso, toute cette histoire de temps qui s'évapore me rappelle un samedi après-midi quand j'étais ado. Je n'ai pas subi d'abduction, enfin je crois pas. Mais j'arrive chez mon prof de guitare et il me dit qu'il lui est arrivé un truc super étrange le matin. Il s'est levé à 9h, a pris sa douche, puis est sorti faire une course en ville. Mais en passant devant l'horloge de la place, il constate qu'il est déjà 11h passées. Et au bout d'un moment, il me dit « Nawak, je te jure, je pense que j'ai été enlevé par des extraterrestres. Je vois pas comment 2 heures auraient pu se volatiliser comme ça autrement. C'est un truc de fou. » Et de votre côté, est-ce que vous avez déjà vu un phénomène étrange ou vécu ce genre d'événement où le temps semble se volatiliser ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans ma première vidéo sur les bugs dans la matrice, il y a d'ailleurs eu des témoignages complètement dingues en lien avec des accidents de voiture évités comme par miracle. Et c'est justement à une histoire un peu similaire qu'on va maintenant s'intéresser. Elle se trouve sous la surface de l'iceberg à l'entrée Giant Wheel. Et c'est un des trucs les plus étranges que j'ai pu lire sur Reddit. Cette histoire est publiée le 22 mars 2017 par l'utilisateur Essel Klipkenstein dans un post intitulé « Meta ». Un glitch lors d'une expérience de mort imminente révèle la nature profonde de la réalité. Le récit lui-même provient du site de la Near Death Experience Research Foundation, une organisation dédiée à l'étude des cas de mort imminente et à la collecte de témoignages à ce sujet. Il s'agit de l'un de ces témoignages qui est classé sous la référence Wilson FDE 8200. Le voici. Un ami m'a persuadé de soumettre ce récit à l'encontre de ma tendance naturelle sur le sujet. Je n'ai aucune réelle envie d'être recontacté à son propos de quelque manière que ce soit. Ça a été un épisode très effrayant. Pour être franc, devoir me le remémorer ici en détail est déjà suffisamment traumatisant. Mais ayant décidé de le décrire, je serai aussi franc et précis que le langage me le permet. Le 15 juillet 2013, vers 7h45, j'étais en route pour le travail et j'approchais d'une intersection en vue de tourner à gauche. C'est une intersection notoirement dangereuse où de nombreux accidents ont déjà eu lieu. Il est difficile de voir si la route est dégagée à droite et le virage à gauche est particulièrement périlleux. J'étais en retard et dans un état d'esprit agité, car j'avais une réunion importante que je préparais soigneusement depuis plusieurs jours et tout risquait de capoter à cause d'un retard de dernière minute totalement stupide. J'approchais de l'intersection à vive allure, j'ai regardé à droite et cru qu'il n'y avait rien qui arrivait de ce côté-là. Alors j'ai tourné à gauche. En traversant l'intersection, j'ai jeté un rapide coup d'œil et vu qu'un véhicule me fonçait dessus à une vitesse sans doute supérieure à 140 km/h. Nos regards se sont croisés, j'ai vu le regard de l'autre conducteur car nous étions très proches. La collision était absolument inévitable, il n'y avait aucun moyen sur Terre de l'éviter. Ce qui s'est passé ensuite est extrêmement difficile à décrire, mais je vais faire de mon mieux. Et cela s'applique aussi à tout ce que je vais tenter de relater à partir de maintenant. Les mots, même les plus soigneusement choisis, ne traduisent pas plus de 1% de cette expérience, et encore, ils le font très mal. C'est probablement ce qu'il y a de plus frustrant dans le fait d'écrire ce compte-rendu. En face de la voiture, sur la gauche, presque dans la direction opposée du véhicule, il y avait un champ. J'ai soudain réalisé qu'un objet très grand s'approchait lentement à travers ce champ. Il venait directement vers ma voiture. Et lorsque je l'ai vu pour la première fois, l'objet faisait la taille d'un immeuble de 10 étages. Il me semblait se situer à environ 200 ou 300 mètres. L'objet ressemblait à une roue à eau géante couchée sur le côté. Elle tournait sur elle-même, et tandis qu'elle approchait, le temps ne s'écoulait pas, en tout cas pas comme nous le comprenons. Je me suis rendu compte alors que ma première estimation de sa taille était complètement erronée. Elle faisait plutôt la taille d'une petite ville. Alors qu'elle continuait à s'approcher, j'ai compris que toutes les estimations d'échelle et de distance étaient dénuées de sens. La roue était plus grande que le monde lui-même, et je suis devenu conscient de sa puissance et de sa signification. Mon esprit interprétait juste cette chose comme un objet physique gigantesque vu de près. Ok, cette partie-là est particulièrement difficile à expliquer.
À mesure que l'objet s'approchait de moi, une sensation m'a envahi et j'ai su exactement ce qu'était cette chose. Non seulement ça, mais je savais tout ce à quoi elle était liée, ce que c'était, ce que ça faisait, où et quand je l'avais vue auparavant, pourquoi je la voyais maintenant, et beaucoup d'autres choses dont je n'arrive plus à me souvenir maintenant. J'avais déjà vu cet objet avant de naître et je le verrai à nouveau au moment de mourir. Nous l'avons tous connu avant de naître. Nous la voyons tous en mourant. Mais cette information nous est cachée quand nous sommes en vie. Et c'était la raison pour laquelle je la voyais maintenant dans cette expérience, parce que j'étais sur le point de mourir dans un accident de voiture. Voici ce dont je me souviens, du mieux que les mots peuvent le décrire. Cette roue n'était pas un objet qui avançait vers moi à travers le monde ou la réalité. Cette impression était une illusion créée pour moi. La roue était la réalité elle-même. Elle représentait toutes les possibilités concevables pour une vie ou pour un monde, toutes les éventualités qui peuvent être imaginées ou envisagées. Tandis qu'elle s'approchait, j'ai réalisé que ce que nous appelons notre monde était contenu en son sein. C'était simplement l'une des innombrables fentes ou palettes de cette roue à eau. Il en avait toujours été ainsi. Ma vie, votre vie, notre monde, nous tous, nous sommes une part de cette structure en forme de roue, et nous avons toujours été une part de cette structure. Elle s'était simplement désormais rendue visible à moi. C'est alors que l'expérience a pris une dimension réellement terrifiante. Les mots ne parviennent même pas à effleurer le niveau de terreur que j'ai ressenti. La roue à aube m'a en quelque sorte roulé dessus. Et tandis qu'elle le faisait, j'ai commencé à être frappé par chacune de ces palettes. Chacun de ces panneaux était comme une réalité possible, ou ce qu'on appellerait un monde ou un univers. Notre réalité, encore une fois, notre univers entier n'en était qu'un parmi une infinité d'autres. Comment je savais qu'il y en avait un nombre infini ? Une sorte de savoir accompagnait l'événement. C'était ainsi, et je le savais. Et comme j'avais conscience de ce qui se passait d'une manière que je ne peux désormais plus communiquer, j'avais peur. Je savais que j'étais sur le point de subir le phénomène que nous appelons approximativement la réincarnation. C'était ce pourquoi la roue était venue. J'étais comme une anomalie qui devait être corrigée. L'accident ou l'imminence de l'accident m'avait fait glisser ou tomber entre deux panneaux de la roue. Cette structure avait comme sorte de but cosmique de trier et d'assigner les choses à leur place naturelle. J'étais effrayé et je refusais d'être trié, donc la roue a intensifié ses efforts pour me trier correctement. Avec cela est venue une autre réalisation qui m'a encore plus terrifié. Je savais que si je ne choisissais pas l'une de ces réalités pour m'y glisser, la roue déciderait pour moi. J'avais conscience de disposer d'une petite capacité de choix, mais pas grand-chose. Et même cette capacité ne m'était pas d'une grande utilité, car chaque réalité me frappait et me traversait sans que je puisse comprendre grand-chose à ce qu'elle contenait. J'ai oublié, ou peut-être refoulé, la vaste majorité de ce que j'ai vu dans les divers univers ou panneaux de la roue. Au début, ils étaient très similaires à ce monde que nous habitons ou que nous croyons habiter. Par exemple, j'ai le souvenir de voir différents scénarios concernant le déroulement de l'accident. Dans l'un d'eux, je me souviens avoir vu ce qui ressemblait à mon véhicule être projeté hors de la route et être si endommagé qu'il semblait avoir été plié en deux. Je semblais me rappeler de nombreux scénarios de ce type dont je n'ai plus le souvenir maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est que je pouvais comme parcourir ou feuilleter de nombreuses réalités possibles, peut-être quantiques, qui me montraient l'issue de l'accident. Mais je ne me souviens pas de ce que contenaient ces mondes particuliers. Je n'ai aucune idée de pourquoi je n'ai pas fait l'expérience des phénomènes habituellement rapportés en cas de mort imminente, comme le tunnel, la lumière et tout le reste. À aucun moment je n'ai vu quoi que ce soit qui ressemblait à ce que nous, humains, considérons comme l'au-delà, le monde des esprits ou le royaume de la vie après la mort. J'ai commencé à ressentir une panique extrême. Chaque fois que je pensais commencer à comprendre, j'étais violemment projeté dans une nouvelle fente de la roue et un tout nouveau moi se cristallisait avec tous ses souvenirs et ses prismes sur son monde. Je ne me souvenais en rien de qui j'étais un instant plus tôt dans une autre palette de la roue. Je n'avais aucun souvenir de la situation sur l'autoroute dans mon monde. Je savais que je venais de quelque part, mais je ne m'en souvenais pas, ni même de qui j'étais. C'était grosso modo la chose la plus bizarre qu'on puisse imaginer. Cependant, d'une manière ou d'une autre, les possibilités qui apparaissaient dans la roue ont commencé à réduire et à redevenir plus familières. Les scénarios associés à l'accident ont recommencé à apparaître. À nouveau, je voyais des variations et des mondes où je mourrais dans l'accident. J'ai compris intuitivement que si j'allais dans un de ces mondes, je n'y resterais pas plus que quelques instants ou quelques minutes et que je me retrouverais à nouveau et presque immédiatement confronté à la roue. Je n'avais aucune envie de ça. Mais une étrange forme de savoir était également associée à cette expérience. La roue ne se souciait pas de cette éventualité. Peu lui importait que je réapparaisse dans 3 minutes ou dans 3 décennies. Tout ce qui lui importait était de me trier, et elle le faisait avec une forme d'impitoyabilité que je n'oublierai pas de sitôt. Je me suis soudain retrouvé de retour sur l'autoroute, à une distance très courte en amont, à un endroit où j'approchais encore de l'intersection. C'est l'un des nombreux mystères liés à cet événement que je ne parviens pas à m'expliquer.
Ai-je choisi un monde qui constituait une version de notre univers où l'accident ne s'était pas encore produit, mais où il n'était qu'à quelques secondes d'arrivée? Je ne saurais pas le dire car je n'ai pas le souvenir d'avoir pris une quelconque décision. Je me souviens de l'expression sur le visage de l'autre conducteur aussi clairement que si c'était hier. Je me souviens de l'avoir vu se raidir sur son volant. Mais j'ai freiné en arrivant à l'intersection et ce conducteur ou sa voiture n'était tout simplement nulle part en vue. Et voilà l'histoire complètement dingue de la roue à eau qui renfermerait tellement de choses que je n'arrive même pas à la décrire en une phrase. La section commentaire de ce thread fourmille là aussi d'explications plus ou moins fantastiques, fantaisistes ou religieuses. Certains parlent du cycle de réincarnation bouddhiste, d'autres partagent des NDE similaires, d'autres encore font référence au jeu de tarot et à sa roue à eau. J'ai abrégé un peu certaines parties du texte, mais sachez que sur le site originel, la personne a également répondu à un questionnaire sur son expérience de mort imminente. Si ça vous intéresse, vous trouverez un lien vers ce dernier sur mon subreddit, comme pour les autres histoires évoquées dans cette vidéo. Notre dernière histoire est rangée sous l'entrée Washington Cascade Mountains. Elle est publiée le 26 juin 2012 par l'utilisateur JackSprat90 sous le titre « Le voyage dans le temps serait-il un phénomène naturel? Mon expérience dans la chaîne des cascades à Washington ». Voici ce qu'explique l'OP. J'ai toujours adoré la nature. J'ai eu la chance de naître dans le grand nord-ouest pacifique, dans la chaîne des cascades de l'ouest de Washington pour être exact. Mon père et moi avons passé une bonne partie de mon enfance à explorer les montagnes, à pêcher et à chasser. Il y a certaines parties des cascades que je connais comme ma poche. L'un de ces endroits est Goblin Creek. Quand j'étais gamin, on conduisait là-haut pour pêcher et faire un peu de tir, mais aussi pour ramasser une pierre spécifique qui, lorsqu'on la coupe en deux et qu'on la polit, ressemble à la vue des montagnes depuis l'intérieur d'une grotte. Je ne me rappelle plus du nom de ces pierres, mais on les appelait des pierres à images. La marche depuis le ruisseau où on les ramassait jusqu'à la route de terre n'était pas particulièrement longue, mais néanmoins suffisamment pour qu'on puisse s'y perdre en chemin si on ne savait pas où on allait. Et tout au long des années où on s'est rendu jusqu'à ce ruisseau, je n'ai jamais vu que deux autres personnes passer par là. L'une était un garde-chasse qui avait entendu nos coups de feu tandis qu'on s'exerçait au tir et qui nous avait retrouvés pour s'assurer que tout allait bien. L'autre est celle qui m'intrigue. Quand j'avais environ 14 ans, je me souviens que je transportais un sac à dos rempli de ces pierres du ruisseau jusqu'au camion de mon père. Et en chemin, je suis tombé sur un homme d'une trentaine d'années. On avait tous les deux l'air d'être surpris de rencontrer quelqu'un dans cette partie plutôt reculée des montagnes. Mais à mesure que je m'approchais de cet homme, il semblait de plus en plus surpris, comme s'il voyait un fantôme. Il n'a rien dit quand on s'est croisés, il m'a simplement regardé avec l'air de chercher les mots justes pour me demander quelque chose. Après l'avoir dépassé, je me souviens avoir pensé que ce type aurait pu faire partie de la famille, tant il nous ressemblait. J'ai continué jusqu'au camion, déchargé mes pierres et suis redescendu vers la rivière jusqu'à mon père. Quand je suis arrivé, je lui ai parlé de ma rencontre et lui ai demandé s'il avait vu cet homme, ce à quoi il a répondu que non. Et le souvenir de cette rencontre est resté depuis très vif dans ma mémoire. L'an dernier, je rendais visite à de la famille à Snohomish et j'ai décidé de faire un petit détour par Goblin Creek, par nostalgie. Cela faisait environ 15 ans que je n'y étais pas allé. En chemin, j'ai découvert que la route principale avait été emportée par les eaux, apparemment des années plus tôt. Mais heureusement, je connaissais un autre chemin. J'ai retrouvé la route de terre et je me suis arrêté à l'endroit où mon père avait l'habitude de se garer. Puis, j'ai marché à travers les bois jusqu'au ruisseau. Alors que je cheminais, j'ai vu quelque chose qui m'a ébranlé jusqu'au plus profond de mon être. Je devais être à mi-chemin quand j'ai aperçu quelqu'un qui arrivait du ruisseau, un garçon d'environ 14 ans. Il portait un sac à dos qui semblait chargé de quelque chose de lourd. Comme nous nous approchions l'un de l'autre, j'ai commencé à me sentir de plus en plus confus et choqué car le garçon était mon portrait craché à son âge. J'ai voulu dire quelque chose au moment où on s'est croisés, mais je n'ai pas trouvé les mots justes pour exprimer ce que je pensais à cet instant-là. Il m'a dépassé et a continué son chemin. J'ai marché un peu et je me suis finalement arrêté quand ça m'a frappé. Je me suis souvenu de la rencontre quand j'étais ado. J'ai réalisé que je venais de vivre l'autre moitié de l'expérience. L'homme et le garçon, c'était tous les 2 mois, à environ 15 ans d'intervalle. J'ai fait demi-tour pour rattraper le garçon. J'ai couru tout le long du chemin jusqu'à la route où se trouvait ma voiture, pour au final ne trouver personne. Il n'y avait nulle part ailleurs que la route où l'adolescent aurait pu aller, et je n'avais pas traîné assez longtemps pour être incapable de le rattraper. Il s'était tout simplement volatilisé. Ma curiosité a pris le dessus et je me suis dépêché de descendre jusqu'au ruisseau, m'attendant à moitié à trouver mon père en train de pêcher, avec 15 ans de moins. Mais il n'y avait personne. J'ai fini par rentrer à la maison en me disant que cette expérience était trop incroyable pour que je la raconte à qui que ce soit, même à mes amis et à ma famille. Je voulais juste la partager ici avec cette merveilleuse communauté de Reddit pour voir ce que les autres en pensent et, avec un peu de chance, déterminer si quelqu'un d'autre a déjà vécu ce genre de choses.
Et c'est sur cette histoire et ces belles paroles à propos de Reddit qu'on va conclure cette vidéo. Si ce format vous plaît, sachez qu'il y a encore pas mal d'histoires à explorer dans cet iceberg et que ce serait un plaisir pour moi de le faire. Donc dites-le moi si ça vous intéresse. Perso, c'est le genre de sujet complètement fou que j'adore, ne serait-ce que parce que ça me fait rêver ou cauchemarder dans certains cas. Bref, je vous envoie des petits cœurs comme un bisounours et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.